Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de Décrypter l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire coproduit avec le média Evox Africa et diffusé chaque dimanche à 16h GMT. En échec sur le front russo-ukrainien, en échec au Proche-Orient, le président américain Donald Trump et son administration avaient besoin d'une victoire diplomatique. Ils l'ont obtenue, du moins en apparence, dans l'Afrique des Grands Lacs, en parrainant un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda verra-t-elle enfin le jour? Les deux pays s'y sont engagés sous l'égide de Washington. Un accord pour mettre fin à un conflit qui a fait des milliers de morts et des millions de déplacés. En signant cet accord, nous réaffirmons une vérité simple. La paix est un choix, mais aussi une responsabilité qui consiste à respecter le droit international, à défendre les droits de l'homme et à protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert nous observent. Ils attendent que cet accord soit respecté et nous ne pouvons pas les décevoir. Officiellement, le Rwanda n'a jamais reconnu soutenir le M23, groupe paramilitaire qui contrôle une partie du Nord Kivu en RDC. Kigali se dit menacé par les forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé créé par d'anciens responsables Hutus du génocide des Tutsis. La première priorité consiste à commencer à mettre en œuvre le concept d'opération visant à neutraliser les FDLR, qui s'accompagnera d'une levée des mesures défensives prises par le Rwanda. Mais au-delà de l'affichage, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Que vaut-il vraiment? Pourquoi connaîtrait-il un destin différent des précédents qui ont échoué? Tout cela n'habille-t-il pas une sorte de mise sous contrôle américain des fabuleuses richesses minières de la RDC? Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi deux interlocuteurs, Albert Moukoulou-Boundou, membre de l'opposition congolaise et de la dynamique unitaire panafricaine, Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France et auteur du grand livre de l'Afrique paru aux éditions Erol. Nous devions également avoir un député national de RDC, proche du pouvoir de Félix Tshisekedi, mais malheureusement, il n'a pas pu se libérer. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va commencer par une question simple. Quel regard portez-vous sur cet accord de paix parrainé par l'administration Trump? Êtes-vous optimiste, Nicolas Normand? Alors, écoutez, a priori, en affichage, ça a l'air d'une avancée importante pour la paix, puisqu'il y a la signature du président du Rwanda et du président de RDC pour une paix et pour arrêter le soutien à leurs milices réciproques, puisque Kinshasa est supposé soutenir le FDLR et le Rwanda soutient clairement aussi le M23. Donc, comme ça, vu de loin, ça semble une avancée importante. Cela étant, il y a évidemment beaucoup de réserves et de questions. Première question, le M23, qui est quand même la milice soutenue par le Rwanda, qui occupe concrètement une bonne partie de l'Est de la RDC, n'est pas signataire. Ils ont d'ailleurs fait aujourd'hui même une conférence de presse annonçant qu'ils vont poursuivre les discussions avec Kinshasa à Doha, donc sous l'égide des Qatariens, du Qatar. Le M23 donc n'est pas engagé par cet accord. Or, c'est le principal acteur dans la région puisqu'il occupe vraiment sur place Goma et Bukavu et d'autres localités à l'est de la RDC. Donc ça, c'est la première interrogation. Ensuite, entre un papier signé et la réalité sur le terrain, il y a souvent un écart important. Par exemple, il faudrait que le Rwanda, qui s'est engagé à ne pas soutenir le M23 dans sa signature le 27 juin à Washington, le fasse vraiment. Or, le Rwanda n'a jamais très clairement reconnu son soutien au M23, même si tout le monde le reconnaît en dehors du Rwanda. Donc, il pourrait continuer à le soutenir en réalité, tout en disant qu'il ne le soutient pas. Alors, même chose un peu pour Kinshasa et le FDLR, ce mouvement constitué de Hutus qui sont censés menacer la sécurité du Rwanda, qui sont les enfants en général des ex-génocidaires ou considérés comme tels. Et donc, c'est un fait aussi assez avéré, selon les experts indépendants,
que Kinshasa soutient le FDLR, ce mouvement rebelle, ce mouvement armé, et donc il faudrait aussi que Kinshasa, d'ailleurs il s'y est engagé dans sa signature, cesse réellement le soutien du FDLR et que Kinshasa et Kigali ne s'accusent pas mutuellement de ne pas respecter l'accord. Voilà. Donc ça c'est une grosse interrogation. L'autre interrogation c'est sur les aspects économiques. Alors première interrogation c'est est-ce que les investisseurs américains vont être vraiment tentés d'investir dans cette zone alors qu'il reste beaucoup d'incertitudes. Donc entre la réalité d'un investissement minier de groupes américains sur place et en fait la réalité, il peut y avoir un écart important. Il y a un groupe américain qui s'est dit intéressé, qui est intéressé par la mine de Bukaya en particulier. On y reviendra en détail tout à l'heure. Enfin, il y a un groupe américain qui est intéressé par la mine de Bukaya, qui est une mine de coltan, et qui est intéressé par d'autres sites miniers. Mais de là à investir, les investisseurs qui sont des acteurs privés, qui ont une logique pas forcément la même que les autorités politiques. Les autorités politiques prétendent ouvrir la voie. Les investisseurs, eux, ils prennent des précautions. Ils veulent notamment une durabilité, une prévisibilité. Ils veulent être sûrs que dans les 15 ou 20 ans à venir, la situation sera pacifique, stabilisée. Or, on en est encore assez loin aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils vont être dans une période d'attente, très, très probablement. La deuxième inconnue, c'est les détails économiques de l'accord. Quels sont exactement les avantages que va en tirer Kinshasa ? Si la paix est établie, si les sites miniers peuvent être exploités par des compagnies américaines qui investiraient dans la région, ce qui serait en soi une bonne nouvelle, on a besoin d'investissements étrangers, c'est mieux que les groupes armés qui pillent ces sites miniers au profit du Rwanda, donc des compagnies occidentales contrôlables et qui sont en accord avec Kinshasa, ce serait évidemment préférable. Encore faut-il que l'accord entre ces compagnies américaines minières et Kinshasa soit un accord qui ne soit pas léonin, c'est-à-dire un accord qui soit favorable, qui soit gagnant-gagnant, qui soit favorable à Kinshasa, pas seulement aux compagnies américaines. Donc on n'a pas les détails sur l'intérêt qu'en tirerait Kinshasa. Ce serait a priori certainement meilleur qu'actuellement, puisque actuellement il n'y a aucun intérêt pratiquement pour Kinshasa. Donc là, il y aurait un intérêt pour Kinshasa. Il y aurait aussi, semble-t-il, un intérêt pour Kigali, pour le Rwanda, parce que le minerai qui serait extrait dans cette région, pour des raisons d'ailleurs géographiques, serait traité plus facilement au Rwanda qu'à Kinshasa. Le Rwanda étant mieux équipé et plus proche pour traiter les minerais exploités dans les deux Kivu ou en Ituri. Et donc, le Rwanda pourrait trouver également un intérêt dans cet accord. Il est important d'ailleurs que le Rwanda trouve aussi son intérêt, parce que sinon, il risque de poursuivre sa politique actuelle de pillage pur et simple. Albert Mouloudou, quel est le regard que vous portez sur cet accord ? Est-ce qu'il y a une percée, il y a quelque chose d'historique qui s'est joué ? Mais personnellement, je trouve que c'est un accord qui n'est pas inclusif, compte tenu de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. La guerre, l'insécurité, ce n'est pas seulement à l'est de la République démocratique du Congo. Je peux vous donner le cas de ce qui se passe dans le Mai-Ndombe, juste à côté de Kinshasa, les milices Mobondo qui s'entretuent depuis plusieurs années. Je prendrai un autre cas du conflit qui oppose les Lendu et les Bambolé, les Lengola et les Bambolé. Donc le Congo aujourd'hui a des sérieux problèmes. Or, dans cet accord, on n'aborde qu'un seul aspect de la crise qui prévaut, de la guerre qui prévaut. L'aspect international, on va dire. Oui, parce que c'est Tshisekedi qui a essayé de mobiliser l'opinion internationale autour de l'agression, mais nulle part dans cet accord on parle de l'agression. Donc je pense que là, c'est quand même un échec. Et puis, ce qui est curieux, c'est de constater que les États-Unis, qui se présentent comme médiateurs, se retrouve avec un projet de contrat minier pour exploiter les richesses minières de la République démocratique du Congo. Et c'est quand même anormal pour nous, Congolais, notre lecture par rapport à cette situation, la médiation. La guerre est dans le Kivu et on a évoqué les FDLR.
on a évoqué le M23, mais en contrepartie, on voit les minéraux. Je ne sais pas que viennent faire les minéraux dans cette affaire. C'est à la fois un accord de paix et un accord économique, un accord commercial. Parce que là, nous ne comprenons pas exactement où soit on veut mettre fin à la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. On réunit les acteurs parce qu'il y a une dimension qui nous oppose au Rwanda. Il y a aussi un aspect lié à la légitimité des institutions qui a poussé le M23 et l'AFC à prendre les armes. Donc aujourd'hui, nous sommes surpris de constater que dans cet accord, on aborde les aspects liés à l'exploitation minière de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est ce que l'Ukraine a refusé, parce que dans ce que Trump a voulu faire avec l'Ukraine et la Russie, on n'a pas vu un autre pays s'interposer. Je crois que les Ukrainiens ont refusé. Mais pourquoi, pour le cas de la République démocratique du Congo, on implique le Rwanda? Et que met le Rwanda? L'accord russo-ukrainien, ça aurait été entre la Russie et l'Ukraine, entre l'agresseur et l'agressé. Voilà. En fait, c'est le même schéma. Voilà, mais on ne vient pas s'accaparer des terres ukrainiennes. C'est ce qui était proposé. Donc en fait, le Congo, finalement, c'est le schéma ukrainien qui a fonctionné. Bon, mais c'est anormal. Les Congolais n'en veulent pas. Et il suffit de faire un sondage où vous allez vous rendre compte que les Congolais n'acceptent pas cette façon de voir un médiateur qui s'accapare des contrats miniers ou d'une partie du territoire congolais. Soit c'est un conflit qui oppose le Congo et le Rwanda, et auquel cas on cherche à trouver une solution, où c'est un conflit interne aussi, une dimension interne, avec la crise de légitimité des institutions. Mais curieusement, on voit les États-Unis nous présenter un accord dans lequel le Rwanda n'est pas cité, et ça c'est le gouvernement congolais. Le Rwanda signe quand même, il s'engage. Donc, oui, le Rwanda, il met quoi sur la table, puisque les Congolais apparemment, ils vont s'accaparer tous des minerais stratégiques du Congo. En contrepartie, eux, ils donnent quoi? Les États-Unis, le Rwanda, et puis cette façon de présenter le problème, moi je ne suis pas d'accord avec. Parce que, bon, le Rwanda n'est qu'un exécutant. Le Rwanda qui fait la guerre a le soutien des grandes puissances, parmi lesquelles les États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont neutres dans cette médiation? La preuve, ils prennent, j'ai suivi, Trump a dit, désormais ils ont des droits miniers en République démocratique du Congo. Ce qui prouve à suffisance qu'ils ne sont pas véritablement des médiateurs. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'enjeu pour les États-Unis, ce n'est pas tout simplement de faire prendre le contrôle à peu de frais des terres rares du Congo et des diverses ressources minières? Parce que les terres rares, c'est l'enjeu, un des enjeux géostratégiques de l'heure. Alors, je voudrais rappeler plusieurs choses. D'abord, il y a eu un accord sur l'exploitation minière entre les États-Unis et l'Ukraine. Ça a été compliqué. L'Ukraine a refusé les premiers projets américains qui étaient déséquilibrés et qui étaient défavorables à l'Ukraine. Mais finalement, ils ont trouvé un accord, je voudrais le rappeler. Concrètement, donc, c'est finalement une modalité de gestion de conflit de l'Amérique de Trump. Bon. Ça, c'est sur l'Ukraine. Concrètement, d'ailleurs, il n'y a pas encore d'investisseurs américains non plus en Ukraine. Voilà. Alors maintenant, les accords de paix purement politiques, ce serait l'idéal, mais ça marche rarement. Il faut quand même que chaque pays ait un intérêt, et c'est bien que les États-Unis envisagent d'investir dans cette région, parce que c'est mieux que des groupes armés qui pillent purement et simplement. Des compagnies américaines, moi je ne suis pas là pour défendre les États-Unis, je les critique très souvent, mais c'est une bonne chose, a priori, qu'une société américaine régulière, contrôlable, et qui soit en accord, par un accord précis avec Kinshasa, puisse exploiter les minerais. C'est mieux que des groupes armés rebelles et incontrôlés. Voilà. Cela étant, évidemment, ça dépend de ce qui est contenu dans l'accord qui sera passé entre un groupe minier américain et Kinshasa. Ça, c'est à Kinshasa de le négocier. Mais la capacité de négociation de Kinshasa, elle est faible, puisque c'est le bienfaiteur... Elle n'est pas faible pour l'instant. Je crois qu'il y a un accord de principe de Kinshasa pour que des groupes miniers américains viennent dans cette région des Kivu. Mais il n'y a pas le détail de l'accord économique, quelles sont les redevances, quelle est la part de Kinshasa dans l'exploitation minière.
tout ceci n'est pas précisé. Mais Kinshasa prête le flanc à des pressions américaines. Mais Washington n'a pas autorité pour le faire, puisqu'il s'agit d'investissements privés. Donc, Trump et son administration ne peuvent pas décider à la place des investisseurs privés. Les investisseurs privés, ils vont calculer quels sont leurs intérêts. Alors, j'ai déjà dit qu'ils étaient effrayés par les risques de stabilité de cette zone, donc ils ne vont pas se précipiter pour aller dans les Kivu. Ça, c'est le problème de l'attractivité. Pour rassurer un investisseur, il faut vraiment qu'il y ait une sécurité politique et juridique, et on est loin de cette situation dans les Kivu, donc ça c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est qu'il faut que ce soit un accord gagnant-gagnant pour Kinshasa et pour la compagnie américaine, et aussi d'ailleurs pour Kigali, parce que sinon Kigali va saboter... alors justement, que penser... Il faut que les trois trouvent un intérêt. Alors a priori, il y a une société américaine qui s'appelle America First Global, qui est présidée par un monsieur qui s'appelle Gentry Beach, qui est proche de Trump, mais qui est quelqu'un du secteur privé. Je donne ces informations d'après Financial Times. Et il serait en négociation déjà pour exploiter la mine de coltan de Rubaya, qui est l'une des plus productives au monde et qui est actuellement occupée par les rebelles du M23. Alors que penser un deuxième site serait en discussion, ce serait la mine de niobium de Louéché, dans le Nord Kivu. Mais qu'il y ait des contacts exploratoires, c'est une bonne nouvelle, mais entre une décision d'investissement qui suppose la paix et qui suppose l'accord de Kinshasa aussi, et un accord équilibré avec Kinshasa, ce n'est pas réalisé. Mais si ça se réalisait, je pense que ça serait une bonne chose pour la RDC. Et a priori, ce ne serait pas non plus une mauvaise chose pour Kigali, dans la mesure où les minerais bruts pourraient être éventuellement traités au Rwanda. Et oui, donc, tout le monde serait gagnant. Alors, et donc, pour évoquer, monsieur l'ambassadeur, pour évoquer... D'accord. Alors moi, contrairement à l'interlocuteur député de l'opposition, je ne critique pas le fait d'avoir mélangé le politique et l'économique, parce qu'ils sont mélangés depuis des décennies, n'est-ce pas? C'est pour des raisons économiques, c'est-à-dire d'exploitation de ces minerais, qu'il y a des groupes rebelles, que le Rwanda est investi dans cette région, que le M23 occupe ce territoire. Donc l'économie et la politique sont liées depuis toujours dans cette région. Si c'était une région très pauvre, s'il n'y avait aucun minerai, il n'y aurait peut-être pas de rebelles et il n'y aurait pas un intérêt des États voisins, ni des États-Unis non plus. Donc il y a forcément quand même une interconnexion entre le politique et l'économique. Mais cette interconnexion, elle pourrait être positive. Actuellement, elle est négative, c'est clair. C'est les groupes rebelles, c'est le pillage par le Rwanda, peut-être par l'Ouganda. Et à l'avenir, il faudrait que cette connexion entre le politique et l'économie soit vertueuse. Si c'était des compagnies régulières, contrôlées par Kinshasa, qui versent des dividendes normaux, convenables pour Kinshasa, et qui empêchent aussi les groupes rebelles et le Rwanda de piller le territoire. Donc il faudrait assurer la paix. Alors il n'y a pas, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il n'y a pas que le M23, en effet, puisqu'il y a une centaine de groupes armés dans cette région. Le M23 est le principal, mais ce n'est pas le seul. Hein. Il y a les ADF qui sont djihadistes, il y a différents groupes, il y a des groupes Maï-Maï, il y a les FDLR, bien sûr, et il y a pas mal de groupes armés. Donc le M23 est un acteur très important puisqu'il occupe concrètement la région en ce moment, et il est en pratique en train d'annexer au profit du Rwanda cette région. Donc si on arrive à évacuer le M23 et de solidifier cette région dans le giron de Kinshasa et de la RDC, ça sera évidemment un progrès très important. On va avancer dans la discussion. J'aimerais demander à Albert Mukulu-Bundu, est-ce que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, assez consolidé politiquement pour faire la paix sans prendre de grands risques politiques? C'est-à-dire, il a été affaibli par le M23, par également les initiatives de l'Église catholique et des églises protestantes qui, finalement, ont joué la carte d'un dialogue interne qui mettait à égalité pouvoir et rebelles. Est-ce qu'aujourd'hui, cet accord de paix le consolide assez pour qu'il puisse faire des pas significatifs vers son opposition? Ah non, mais il n'y a rien qui consolide le régime de Tshisekedi,
Parce que, d'abord, pour répondre à ta question, hein, je voulais préciser une chose. Hein. Tantôt, l'ambassadeur a dit que le Rwanda justifie sa présence à l'Est pour traquer les FDLR, Kinshasa contre le M23. Bon, si c'est réellement pour les FDLR qu'ils sont là, ben, pourquoi aller exploiter les minerais stratégiques de la République démocratique du Congo? Pourquoi les raffiner au Rwanda? Alors qu'au Congo, il existe deux sociétés, Kilo et Moto. Ces sociétés ont pour objet, pour mission, de raffiner l'or de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, cela ne se fait pas. Ça va se faire désormais, conformément à cet accord, hein, au Rwanda. Et ce qui n'est pas normal parce que le Congo est un État indépendant avec un peuple souverain qui doit décider de ce qu'il doit faire de ses richesses minières. Alors, pour Tshisekedi, bon, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il essaye de, comment dirais-je, de manipuler quelques opposants à Kinshasa. Il s'est fait, il a reçu Martin Fayoulou, il a reçu Adolphe Muzito. Martin Fayoulou, c'est quand même un opposant d'importance. Ben, bien sûr, mais il reste à savoir s'ils sont toujours dans l'opposition. Parce que, bon, ils ont créé... Qu'ils soient dans l'opposition ou pas, ils représentent. Ben, ils représentent quelque chose, je n'en disconviens pas, mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils ont rallié Tshisekedi. Je ne sais pas s'il faut les appeler toujours opposants, alors que l'Église catholique est en train de discuter avec le pouvoir pour l'organisation d'un dialogue. L'objectif de ce dialogue, c'est de résoudre la dimension interne de la crise, donc la crise de légitimité de ces institutions, y compris Tshisekedi qui est là, qui a organisé les élections frauduleuses à laquelle beaucoup d'organisations politiques de l'opposition n'avaient pas participé, parmi lesquelles le PPRD de Kabila. Donc, en s'attirant la sympathie de Fayoulou, de Muzito, dans ce qu'ils appellent le camp de la patrie. Pour nous, c'est une façon d'adhérer à l'Union sacrée sans le dire. C'est une façon aussi de brouiller. Dans le camp de la patrie contre ceux qui pactisent avec le Rwanda, notamment Kabila qui s'est rendu à Goma. Non, mais ce n'est pas le fait de se rendre à Goma. Il a les raisons de se rendre à Goma parce qu'on lève l'humilité à Kinshasa, on cherche à l'arrêter, il se voit dans l'obligation d'aller à Goma. Donc Tshisekedi essaye de manœuvrer pour empêcher l'exécution du plan proposé et le pacte proposé par l'Église catholique et l'Église protestante. Ben là, j'ai vu qu'il a fait venir certaines églises pentecôtistes de réveil pour les impliquer, qui sont plus favorables à son schéma, pour les impliquer dans ce que font les catholiques. Mais l'objectif, c'est d'empêcher la réalisation de tout ce qui a été décidé, parce qu'il y a eu un sondage qui a été fait, des consultations, et à l'issue de ces consultations, il se dégage une idée claire que la majorité de la classe politique, société civile y compris, veulent qu'on aille vers un dialogue. Et à l'issue de ce dialogue, une transition sera mise en place. Et là, Tshisekedi n'a pas de chance de rester à la tête du pays pendant cette transition. On veut d'une transition sans Tshisekedi et organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives, pour sortir de la crise de légitimité et aussi résoudre les problèmes qui nous opposent avec le Rwanda et l'Ouganda. Donc on est dans ce schéma. Ce n'est pas le schéma choisi par les États-Unis, qui sont quand même un gros acteur de la communauté internationale. Dans l'accord, on parle des négociations de Doha. Et c'est ce processus-là qui a commencé à Doha que malheureusement Tshisekedi essaye de torpiller. Alors, dernière question pour Nicolas Normand. Voilà, est-ce que d'un point de vue interne, Tshisekedi gagne quelque chose? Est-ce qu'il se renforce avec cet accord de paix avec le Rwanda? Puisque finalement, c'était sa condition, ne pas négocier avec le M23, qui ne serait qu'un pion du Rwanda, mais négocier directement avec le donneur d'ordre. Kigali. Alors, d'abord, je crois qu'il y a quand même une négociation prévue à Doha avec le Qatar entre Kinshasa et le M23. Enfin, c'est vrai que Tshisekedi a toujours refusé de négocier avec le M23, disant que c'était un pion du Rwanda. C'est sa position assez constante. Mais néanmoins, je pense que malgré tout, il va négocier avec le M23 à Doha, apparemment. Bon, ça c'est un premier point. Maintenant, Tshisekedi, il sera renforcé si cet accord
aboutit à quelque chose de positif. C'est-à-dire si la situation se stabilise, enfin s'améliore plus exactement, avec un retrait du M23 des zones qu'il occupe, si on obtient véritablement le retrait du M23, si la région se pacifie, si le Rwanda arrête de soutenir et d'agresser directement la RDC, certainement Tshisekedi en tirera un profit. Maintenant, c'est trop tôt pour dire ceci, et c'est une vision peut-être trop optimiste de penser que cet accord va réussir. J'ai dit tout à l'heure que cet accord avait beaucoup d'incertitudes, de risques, qui sont premièrement le M23 lui-même, qui n'est pas signataire et qui n'est pas engagé véritablement à se retirer. Donc c'est un point essentiel parce que c'est lui concrètement qui occupe le terrain, même si le Rwanda est évidemment derrière lui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le Rwanda peut prétendre ne pas agir, ne pas commander le M23, même si c'est un mensonge. Le M23, il faut que le M23 se retire. Voilà. Et, tant qu'on n'a pas obtenu ce résultat, Tshisekedi ne pourra pas tirer véritablement un bénéfice de cette affaire. Merci. Maintenant, je ne veux pas m'ingérer dans les questions de politique intérieure à la RDC, naturellement, mais le fait que l'ancien président Kabila soit à Goma, vu de l'extérieur, ça jette quand même un doute. On se demande quelles sont les relations exactes entre Kabila, le Rwanda et le M23, parce qu'ils sont en contact les uns des autres. Donc on a l'impression, mais c'est peut-être une idée fausse, mais on a l'impression que Kabila joue quand même le renversement de Tshisekedi avec l'aide du M23 et du Rwanda. C'est un peu l'impression que ça donne. Ce qui n'est pas normalement le rôle d'un opposant. Un opposant doit rester dans le cadre institutionnel et respectueux de la souveraineté du pays. Le fait qu'il soit dans une zone occupée par l'ennemi n'est pas, à mon sens, quelque chose qui est très favorable au camp de Kabila. Mais ça, c'est un point de vue très personnel et extérieur, et je ne peux pas, évidemment, m'ingérer dans les affaires complexes de la politique intérieure de RDC, et je peux comprendre qu'il y ait des tas de bonnes raisons pour les opposants d'être mécontents jusqu'à présent de la présidence de Tshisekedi par ailleurs. Merci beaucoup, on continuera de suivre ça. Merci Albert Moukoundou, merci Nicolas Normand. Il dirait un mot par rapport à ce que M. l'ambassadeur vient de dire. 30 secondes. Oui, parce que bon, et je relève aussi dans l'accord, il n'y a rien qui est dit par rapport aux victimes. Ça, il faut le mentionner parce que cette guerre a déjà coûté plus de 15 millions de morts en République démocratique du Congo. Dans l'accord, on n'en parle pas. Mais Kabila, il faut dire à monsieur l'ambassadeur, il parle de Kabila à l'Est, mais il faut également qu'il tienne compte du fait que l'humilité de Kabila a été élevée par le régime Tshisekedi. L'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire. Et Goma, c'est la République démocratique du Congo. Alors, quand Tshisekedi met Kabila dans une situation où il cherche à l'arrêter, ben Kabila, c'est un Congolais, c'est un ancien chef d'État. Aller à Goma, je ne pense pas que cela signifie qu'il va se mettre dans l'agenda du Rwanda. Le débat est ouvert. Merci à vous.